Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez en direct à la télévision via vos box à 17h et vous nous retrouvez chaque soir en rattrapage, soit en replay vidéo sur bismart.fr, soit en podcast audio sur l'ensemble de vos plateformes d'écoute préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, nous allons revenir sur cette guerre du capital qui s'intensifie et qui s'accélère après avoir levé massivement de la dette ces derniers mois et ces derniers trimestres. Les hyperscalers sont en train de lancer des émissions de nouvelles actions massives à travers des introductions en bourse pour les sociétés non cotées. On parlera beaucoup de SpaceX tout au long du mois de juin avec la première cotation attendue le 12 juin prochain et suivront Anthropic puisque le dossier a été déposé auprès de la SEC, le gendarme boursier américain, en attendant le dossier d'OpenAI. À L3, ces trois entreprises pourraient lever jusqu'à 200 milliards de dollars sur le marché, ce qui représente d'ailleurs la totalité des sommes qui ont été déjà levées sur le marché américain sur les 4 premiers mois de l'année, de janvier à avril. On parle donc évidemment de levées massives, colossales, mammouthesques, sans compter en plus Alphabet Google qui s'y met pour la première fois depuis plus de 20 ans. Alphabet Google lance des émissions de nouvelles actions, puisque l'opération se fera de différentes manières en plusieurs tranches pour au total renforcer les fonds propres de l'entreprise de 80 milliards de dollars. La dernière fois que Google, en l'occurrence, levait de la dette, des actions, il y a un peu plus de 20 ans, c'était pour lever quelques milliards sur le marché. Là, les montants levés se comptent en dizaines de milliards de dollars. La guerre du capital, qu'est-ce que ça change du point de vue des marchés actions? Évidemment, le poids de ces entreprises va atteindre des niveaux déjà spectaculaires au premier jour de leur cotation avec des effets indiciels majeurs. Et puis la traduction macroéconomique, c'est ce grand rééquilibrage entre l'épargne et l'investissement. Nous en discuterons bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Sur le plan macroéconomique, le chiffre d'inflation en zone euro, première estimation pour le mois de mai, apportera de l'eau au moulin à celles et ceux au sein de la Banque Centrale Européenne qui sont convaincus qu'il faut remonter les taux, recalibrer le réglage de la politique monétaire à travers une première hausse de taux qui sera délivrée le 11 juin prochain. 3,2% d'inflation en zone euro pour l'ensemble sur un an en mai, avec une inflation sous-jacente qui s'élève désormais à 2,5%. Et contrairement au rapport précédent, ce n'est pas tant l'inflation liée à l'énergie qui génère cette hausse globale de l'inflation ce mois-ci, mais c'est l'inflation dans les services qui progresse pour s'élever à 3,5% sur un an. Pauline Gratel vous redonnera tous les détails de ce rapport sur l'inflation en zone euro dans un instant. Et puis nous évoquerons évidemment le sujet des politiques monétaires qui seront là aussi un marqueur des enjeux du mois de juin pour les investisseurs. Discussion à suivre dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous évoquerons les actions de philanthropie, comment la philanthropie peut être un levier stratégique pour une entreprise en général, pour une entreprise de gestion d'actifs en particulier. Nous en parlerons avec les équipes de Candriam. C'est la directrice commerciale France de Candriam qui sera avec nous dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse pour évoquer ce sujet. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Malgré le contexte géopolitique toujours fluctuant, on va en parler dans quelques instants, les marchés arrivent à se maintenir dans le vert. Oui, rapide rappel des faits. Hier, l'agence iranienne Tasnim a annoncé que l'Iran suspendait ses négociations avec les États-Unis. Le contexte est donc tendu et c'est compliqué d'y voir clair, mais les investisseurs préfèrent aujourd'hui l'optimisme. C'est peut-être dû aux déclarations de Donald Trump intervenues un peu plus tard hier. Le président américain a affirmé qu'Israël et le Hezbollah acceptaient une trêve et que les négociations avançaient vite. Il a même dit à ABC News qu'un accord pourrait être finalisé dans la semaine à venir. Et dans ce contexte, les actions mondiales sont donc dans le vert encore aujourd'hui. Oui, en Europe, le Stoxx 600 gagne près de 1% en séance et le CAC 40 en France aussi pour renouer avec les 8200 points au cours de la séance.
séance. Aux États-Unis, les indices sont ouverts en ordre dispersé, une pause légitime après les records de la veille où le S&P 500 et le Nasdaq alignaient une 8e séance de hausse consécutive. Enfin, la nuit a été très porteuse en Asie et notamment en Chine. Le Hang Seng a bondi de 2,5% à la clôture et le CSI 300 a pris 1,5%, propulsant l'indice MSCI Asie-Pacifique à un sommet historique. Vous évoquiez les fluctuations géopolitiques qui ont toujours un impact quotidien sur les grands marchés macro, avec un jeu de va-et-vient, de yo-yo, notamment sur les cours du pétrole qui bénéficient aujourd'hui d'une séance plutôt de détente. Oui, le baril de Brent cède plus de 1% et repasse sous les 95 $ aujourd'hui. Le WTI américain cède 1% et retrouve le seuil de 90 $ sur les marchés obligataires. Après les tensions d'hier, le rendement américain à 10 ans cède environ 5 points de base pour évoluer autour de 4,45%. En Europe, le rendement allemand de même échéance se détend également et repasse sous 3%. Sur le marché d'échange, le dollar se stabilise, l'euro-dollar aussi, autour de 1,1650. À moins de 10 jours de la prochaine réunion de la Banque centrale européenne, les investisseurs ont pris connaissance de la première estimation d'inflation pour la zone euro au mois de mai. Oui, en première lecture, l'inflation progresse de 3,2% sur un an en mai. C'est parfaitement conforme aux attentes. Mais il s'agit de la première fois depuis 2023 que l'inflation repasse au-delà de 3%. Sur un mois, l'inflation est en hausse de 0,1%. En version cœur, elle progresse légèrement plus que prévu, à plus 2,5% sur un an. Aux États-Unis, on a regardé l'enquête Jolts qui recense les ouvertures de postes sur le marché du travail. Pour le mois d'avril, le nombre de postes à pourvoir s'établit à 7,6 millions d'ouvertures, c'est plus que prévu et les chiffres du mois de mars ont été revus en légère hausse. Le chapitre IA, bien sûr. Pauline, quelles sont les dernières nouvelles sur ce front ? On commence avec le coup de force d'Alphabet. La maison mère de Google s'apprête à lever la somme colossale de 80 milliards de dollars pour doper ses infrastructures IA. Dans le détail, l'opération prendra différentes formes, avec notamment une émission d'actions de 10 milliards de dollars réservée au conglomérat de Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Le titre Alphabet recule de 5% dans les premiers échanges. Et puis on notera le bond de 25% à l'ouverture du titre Marvell Technology. Oui, ce rallye est né des déclarations de Jensen Huang, le patron de Nvidia, a prédit que Marvell rejoindra bientôt le club très fermé des entreprises à 1000 milliards de dollars de capitalisation. Pour l'anecdote, Nvidia joint le geste à la parole en injectant 2 milliards de dollars dans le groupe afin d'accélérer leur projet conjoint dans les puces IA sur mesure. Dans le même sillage, Microchip Technology progresse de 6%. Le groupe prévoit une explosion de 65% de son chiffre d'affaires cette année, entièrement emporté par l'engouement autour des centres de données. Et puis on peut le dire, nos semi-conducteurs en Europe ne sont pas en reste. La fusée STMicro semble toujours inarrêtable. Oui, le titre s'envole encore de 13% au cours de la séance. STMicroelectronics relève ses objectifs de vente dans les data centers portés par une demande hors norme pour les infrastructures IA. C'est simple, le titre affiche une performance spectaculaire de plus 200% depuis le 1er janvier. À l'extrême opposé, et cette fois hors indice phare, c'est la douche froide pour Abivax. La biotech plonge de 30% dans la foulée de résultats cliniques jugés décevants. Quel sera le programme à l'agenda demain pour les marchés, Pauline ? On regardera demain l'ISM Service américain et les PMI services de la zone euro pour le mois de mai. Aux États-Unis, en préambule du rapport officiel sur l'emploi du département du travail américain vendredi, on attend l'enquête ADP sur l'emploi privé du mois de mai. Enfin, on attend aussi les prix à la production industrielle de la zone euro pour le mois de mai. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. À mes côtés en plateau, Vincent Chéniaud, directeur de la recherche de Generali Investments. Bonsoir et bienvenue Vincent. Bonsoir Greg. Merci d'être là et merci de nous accompagner à distance. Alain Duré est avec nous également, chef économiste Europe de Natixis CIB. Bonsoir et bienvenue Alain. Merci beaucoup d'être avec nous. Je voulais commencer avec le sujet de la guerre du capital. C'est d'ailleurs une expression que je vole à un des invités récurrents de l'émission, Laurent Martin. Je le cite pour qu'il ne se sente pas dépossédé
posséder. La guerre du capital, c'est l'idée déjà que les grandes entreprises ont commencé à lever de la dette et se mettent à émettre de nouvelles actions, ce qui est quand même une source de financement un petit peu différente, Vincent. Et c'est vrai que les estimations qu'on peut avoir quand on cumule les levées de fonds attendues de SpaceX, d'Anthropic et probablement également d'OpenAI d'ici la fin de l'année, à travers les introductions en bourse de ces entreprises, on peut arriver au montant de 200 milliards d'euros levés uniquement par ces 3 entreprises. Se rajoute la levée de fonds propres d'Alphabet Google qui va avoisiner les 80 milliards de dollars. Qu'est-ce que ces montants nous disent, Vincent? Il faut quand même peut-être les remettre aussi un peu en perspective. Et puis, du point de vue des investisseurs, du point de vue des marchés actions, avec le fonctionnement indiciel qu'on connaît aujourd'hui, là aussi, on imagine que ces quelques opérations que je cite vont avoir des répercussions majeures. Oui, alors, tout d'abord, au niveau macro, on a une vague de CAPEX, d'investissement, qui est assez prodigieuse, qui porte l'économie mondiale et qui explique très largement le fait qu'elle ait très bien résisté au choc de la guerre d'Iran, au choc d'offres sur l'énergie. Mais c'est une vague d'investissement qui également modifie l'équilibre épargne-investissement. Ouais. Et en l'occurrence, pour financer cet investissement, il faut lever des fonds, donc soit en effet par la dette, soit lever du capital, des actions. Là, on voit clairement une combinaison des deux. Mais je crois que ça modifie effectivement cet équilibre épargne-investissement. Ça aura plutôt tendance à pousser les taux longs à la hausse. Donc en l'occurrence, on a vu une petite détente là depuis une semaine ou deux sur les taux longs, notamment parce que les prix de l'énergie se sont un peu détendus eux-mêmes. Je n'ai pas trop envie de chasser ce rallye obligataire dans un environnement où déjà les gouvernements lèvent beaucoup de dettes parce que les déficits sont très élevés. Mais on a maintenant également les entreprises qui lèvent de la dette. En l'occurrence, les taux de levier sont relativement bas sur le monde corporate, donc je ne suis pas très inquiet de l'impact sur le crédit. Mais il n'empêche, il y a un appel d'air, il y a un besoin de capital, dette, action, qui, à mon avis, modifie ces équilibres et implique des taux longs qui pourraient rester plus élevés. Désolé, je reviens à l'aspect un peu micro, mais on parle d'Alphabet Google, donc c'est un micro quand même très large. Je notais l'opération. Alphabet Google a levé 100 milliards en dette depuis le début de la frénésie IA. Ils vont augmenter leurs fonds propres de 80 milliards. Il y a quand même la recherche d'un équilibre dans ces entreprises qui sentent quand même que la période des cash flows disponibles permanents, etc., pour racheter les actions, pour verser des dividendes, pour investir un peu, cette période-là, elle est révolue. Il y a quand même l'idée qu'il faut maintenir un équilibre entre niveau de fonds propres et niveau d'endettement, même pour une entreprise comme Alphabet Google. Oui, absolument. Alors, en l'occurrence, on voit que les projections de free cash flow baissent considérablement. Ça pour les zéro. On arrive bientôt à zéro. On se rapproche de zéro. Ouais, c'est ça. Ceci dit, si on regarde le secteur de la technologie dans son ensemble aux États-Unis, c'est beaucoup moins dramatique. C'est-à-dire qu'on a une pause sur les free cash flow, mais les anticipations sont qu'en 2027-28, ouais, c'est ça. De nouveau, ça 28 repart. En particulier, ça repart très très fort. On monétise, quoi. Voilà, on monétise. Ça va générer tellement de revenus qu'on va reconstituer les free cash flow. Je crois que pour le secteur de l'IT, on est sur un free cash flow 2028 autour de 1 trillion. Donc, c'est considérable. Mais à court terme, il faut en effet financer ces investissements qui sont absolument colossaux. Ça va avoir c'est également de l'offre d'actions. Donc, c'est du supply sur les actions. Ça pourrait également peser sur les indices. Il va falloir faire de la place. C'est un processus qui probablement est déjà en marche. Est-ce que pour autant, ça pourrait susciter une correction à la baisse du marché ? C'est pas forcément notre point de vue parce qu'on est dans une phase où la demande d'action reste très forte. Mais quand même, ça pourrait impliquer une pause. Si on considère cette offre d'action et également le sentiment, le positionnement qui est quand même maintenant assez agressif sur les actions, avec notamment au niveau retail un sentiment qui est très positif, la combinaison des deux nous dit quand même qu'a priori, on devrait voir une pause à court terme sur les actions, voire une petite correction qui pourrait être d'ailleurs une opportunité d'achat. On pense qu'une fois que le risque géopolitique décline de nouveau cet été, on pourrait avoir une sorte
d'élargissement de nouveau du rallye action, avec l'Europe qui clairement est une stratégie de catch-up qui pourrait en bénéficier. Mais pour l'instant, on pourrait voir une respiration, oui. Et quand vous dites cette respiration, cette correction possible serait une opportunité d'achat, il faut comprendre qu'il y a quand même une partie des investisseurs qui restent pas suffisamment exposés à ce thème de l'IA. C'est ce qu'il faut comprendre, Vincent ? Oui, c'est extrêmement délicat en termes de stratégie. Le Nasdaq, je crois, est en hausse de l'ordre de 30% depuis les points bas de fin mars. Ouais. C'est considérable. Si on regarde l'indice SOX semi-conducteur, c'est en hausse de 90%, quasiment 90%. Ouais. C'est absolument colossal. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Est-ce qu'on investit si on était sous-investi ? Est-ce qu'on chasse ce rallye ? Sur ces niveaux-là, c'est quand même très compliqué. Ouais. Donc je pense que la stratégie de diversification est quand même assez logique et qu'en l'occurrence, elle pourrait fonctionner alors qu'on a cette offre sur les techs qui vient et qu'on espère une forme de normalisation, alors très partielle, mais des prix de l'énergie cet été. Ouais, on reviendra sur l'idée d'un catch-up de l'Europe, un rattrapage peut-être de l'Europe, mais vos considérations en tant qu'économiste, Alain, sur cette guerre du capital, et Vincent l'a très bien dit, hein, c'est sans doute, il faut le replacer dans une perspective de grand rééquilibrage entre l'épargne et l'investissement. On a vécu avec beaucoup d'épargne, beaucoup de demandes pour des produits d'épargne pendant de longues années, ce qui a eu pour effet de maintenir des taux très très bas. Désormais, l'argent sort de l'épargne pour aller s'investir et donc c'est un équilibre très différent, j'imagine. Oui, et je voudrais revenir, je rejoins assez bien ce qu'a dit Vincent Géniaud au niveau, sur le plan macro. Je pense que la situation est un petit peu plus saine dans la mesure que, comme vous l'aviez précisé, les entreprises font un peu plus attention au cash flow et puis surtout les valorisations reflètent des bénéfices qui ont été actés. Donc ça, c'est quand même très différent de la période dot-com que l'on a connue dans les années 2000. Et sur le plan macro, c'est vrai que quand on regarde la croissance potentielle et la croissance de long terme, finalement, c'est une combinaison entre le stock de capital humain, le stock de capital physique et la productivité des facteurs. Et donc aujourd'hui, les investissements massifs que l'on a dans les data centers, évidemment, expliquent le gap de croissance, le gap de croissance de la productivité et de la croissance potentielle entre les États-Unis et l'Europe, même si l'Europe est rentrée dans la danse. Néanmoins, la grosse question, moi, que j'ai du point de vue macro, c'est personne ne peut dire aujourd'hui quels seront les revenus générés par les data centers sur le long terme. Donc, on a un stock de capital qui augmente. Maintenant, il faut que ça génère plus de productivité. Et partant de l'idée, alors je vous amène sur le terrain de l'investissement, Alain, mais vous discutez avec des investisseurs, c'est aussi votre métier, mais à partir du moment où on ne sait pas, où c'est difficile d'avoir une conviction solide sur qui sera vainqueur par rapport aux autres, qu'est-ce que ça implique sur le plan de l'investissement là ? Alors, le retour des discussions avec les clients, c'est qu'effectivement, il y aura des gagnants et des perdants. C'est difficile aujourd'hui de savoir sur qui il faut absolument miser. Donc, l'implication de ça serait de dire vaut mieux travailler sur des indices type ETF que faire du single stock. C'est un peu l'implication de ce raisonnement. Ouais. Vincent, sur le plan de l'investissement, effectivement, c'est une question récurrente, mais comment on s'expose à ce thème IA ? Est-ce qu'il faut choisir d'embrasser la cause le plus largement possible, si je puis dire, en essayant de pas trop avoir de choix ou de biais trop forts, ou est-ce qu'au contraire, il y a quand même, pour des équipes de sélectionneurs, hein, j'entends, de professionnels du stock picking, est-ce qu'il y a quand même déjà des choix à faire ? C'est vrai que ça devient un thème tellement vaste entre les fameux vendeurs de pelles et de pioches, du GPU de Nvidia, à tous les composants qui servent à l'infrastructure IA des data centers, allant jusqu'au segment des logiciels qui a été massacré depuis l'été dernier, dont on observe qu'il tente quand même de se stabiliser, voire de rebondir. Donc ça devient un univers quand même assez large, ce thème de l'IA. Oui, absolument. Je crois que le secret... Alors, hormis ceux qui sont vraiment au top de la chaîne et qui aujourd'hui bénéficient très fortement de l'engouement,
Il faut voir en dessous quels sont les secteurs, quelles sont les entreprises qui vont en bénéficier. Et c'est un travail très, très compliqué parce qu'effectivement, c'est difficile de savoir qui est le mieux positionné. Mais c'est aussi à ça que sert le travail d'analyste et de plus en plus, les entreprises communiquent sur leur intégration, sur la diffusion de l'IA et comment elle va générer de la valeur dans leur secteur. Alors, le secteur des softwares s'est fait détruire, mais effectivement, ces dernières semaines, on sent quand même que, c'est ce qu'on disait, tout n'est pas acheté dans le secteur des softwares. Certaines entreprises vont bénéficier de l'intelligence artificielle pour être plus productives et vont continuer à ouvrir des services aux entreprises notamment. Voilà. Mais au cas par cas, la perception du marché doit quand même pouvoir changer sur certaines entreprises qui sont considérées depuis plusieurs mois maintenant comme des perdantes de l'IA. Oui. Il y aura ce moment où quand même la perception va évoluer au fur et à mesure des résultats, des discours des entreprises, etc., des évidences qui seront devant nous. Oui, absolument. Ouais. La question est de savoir lesquelles vont effectivement pouvoir implémenter et surtout, je dirais, implémenter de façon efficace dans leur business model existant. Donc lesquels sont bien positionnés pour effectivement générer de la valeur à travers l'intelligence artificielle. Et ça va toucher énormément de secteurs, y compris le secteur des consumers qui a plutôt sous-performé cette année, notamment sur les questions de hausse du prix de l'énergie, de baisse du pouvoir d'achat des ménages. Ça, je pense que c'est également une stratégie catch-up, notamment si on a une détente en Iran, parce que ce sont des secteurs qui vont également bénéficier de l'intelligence artificielle. Alain, sur l'idée de la résilience, alors ça nous amène évidemment avec le thème de l'IA à évoquer aussi en parallèle cet énième choc d'offres pour nos économies mondiales. Je dis énième parce qu'on a une série de chocs d'offres depuis 2020 notamment, qui est peut-être sans équivalent dans l'histoire récente, et toujours l'idée ou ce schéma de résilience des économies. Je m'explique, ça ne veut pas dire que la croissance est spectaculaire. Si je prends l'exemple d'un pays comme la France ou comme l'Allemagne, ce que ça veut dire, c'est que quand on regarde le niveau des enquêtes qui comptent auprès des entreprises, auprès des ménages, des enquêtes de confiance, de sentiments, à chaque fois, on se retrouve avec des données dures, des données définitives qui sont quand même supérieures au niveau que pourraient suggérer justement ces enquêtes très affaiblies. J'en veux d'ailleurs pour preuve la croissance définitive de la France de 2023, qui a été rehaussée de 100 points de base dans les comptes définitifs de l'INSEE qui ont été publiés en fin de semaine dernière. On passe de 0,9 à 1,9. 0,9 étant la première estimation de l'INSEE pour l'année 2023, 1,9 étant la lecture définitive, le résultat définitif. C'est quand même pas rien, sans refaire tout le passé, mais cette résilience, elle est quand même toujours là et présente aujourd'hui. Alors, vous soulignez un point très important, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a un écart entre la perception, le sentiment des agents économiques sur le cycle économique avec les données dures du cycle économique. Les gens sont beaucoup plus pessimistes que par rapport à la réalité. Mais pour vous rejoindre, en clair, on n'a pas une croissance terrifiante, mais on n'est pas encore dans le rouge. Je parle pour les États-Unis. Du côté, pour l'Europe, pardon. Pour les États-Unis, en fait, la résilience, elle vient de quoi? Elle vient essentiellement, on en a parlé, de l'investissement, notamment dans les hautes technologies et dans l'IA, mais aussi la consommation des ménages qui, pour la première fois depuis une dizaine d'années, est le reflet de la consommation des populations relativement aisées, âgées de plus de 65 ans. Et ça, c'est évidemment un soutien assez important à la consommation des ménages américains. Du côté européen, on a un petit peu de croissance. On n'est pas en reste au niveau de la France en ce qui concerne l'investissement et la création de data centers. Et on a de la consommation publique, mais le point faible qui était déjà effectif en Europe, en zone euro en particulier, avant la guerre, c'était évidemment le pessimisme des ménages européens, avec un taux d'épargne qui était déjà historiquement élevé, un pessimisme, une vue assez pessimiste sur l'évolution future du chômage, et en fait la guerre n'a fait que renforcer ce sentiment, ce pessimisme.
sur le schéma de croissance qu'on a aujourd'hui dans nos économies, Vincent, on parle beaucoup de ce cycle d'investissement. C'est ce qui explique, vous le disiez tout à l'heure, la résilience de nos économies. Alors avec des niveaux de croissance différents, évidemment, entre les États-Unis et l'Europe. Est-ce que ça peut être aussi un point de vulnérabilité auquel il faut être attentif ? Je ne sais pas. Est-ce qu'une correction boursière peut déclencher aussi un affaiblissement de ce cycle d'investissement et donc, par effet d'entraînement, un choc de croissance ou un petit choc macro également Ouais, alors, je pense qu'en l'occurrence, cette vague de CAPEX, d'investissement, elle est, je dirais pas inarrêtable, mais il y a une telle course aujourd'hui entre les champions du secteur qu'ils veulent absolument conquérir des parts de marché, se positionner. Et donc, ils y vont. C'est leur distance. Ils vont aller. Et en l'occurrence, le niveau de taux long, 100 points de base, plus haut, plus bas, ça ne change pas grand-chose. Alors que normalement, l'investissement est sensible au taux d'intérêt. On le voit dans les secteurs comme l'immobilier, comme l'automobile. Les taux, ça compte. Ouais. Mais là, sur cette vague CAPEX, ça ne compte pas tellement. Alors après, quand même, ce qui porte la consommation, en effet, aux États-Unis, c'est également l'effet richesse. Et donc la valeur des actions. Bien sûr. Donc si on avait une correction à ce niveau-là, clairement, ça pèserait quand même sur la croissance. Mais cette vague de CAPEX elle-même me semble plutôt irrésistible aujourd'hui. Et effectivement, elle participe à cette résilience de la croissance globale. Bon, on a des pays comme Taïwan, la Corée du Sud, qui performent de façon assez extraordinaire. Si vous regardez le PIB de Taïwan, on doit être en hausse de l'ordre de 14% en réel, en glissement annuel. La Corée du Sud performe remarquablement. Les États-Unis, regardez les commandes de biens durables aux États-Unis, clairement, ça bénéficie du CAPEX, de cette vague CAPEX. L'Europe, malheureusement, est à la traîne. Et donc, l'écart entre les États-Unis et l'Europe, de nouveau cette année, a grandi sous l'effet à la fois de la guerre en Iran, puisque l'Europe est plus exposée au prix de l'énergie, mais également de cette vague IA qui bénéficie davantage aux États-Unis. Ouais, puis l'effet richesse, il se diffuse. Alors pour l'actionnaire, peut-être demain de SpaceX ou de Nvidia hier, effectivement, l'effet richesse est très immédiat. Mais cet effet richesse, on le voit aussi à travers les recettes fiscales qui sont payées par ces entreprises, par exemple, les retours qu'elles peuvent faire à leurs salariés. Ce qui s'est passé en Corée du Sud, Vincent, c'est quand même pas anodin que Samsung puisse débloquer plus de 300 000 euros, je crois, pour chaque salarié par rapport aux résultats qui ont été générés par l'IA. SK Hynix, pareil. Et à L2, ces entreprises coréennes, Samsung et SK Hynix, vont payer de 2026 à 2028 plus de 430 milliards de dollars de taxes, de recettes pour l'État coréen. C'est la moitié de la dette publique coréenne qui s'élève à 900 milliards de dollars aujourd'hui. Mais ça devient des sujets macro très directs. C'est assez remarquable. Alors, je dois dire que ce que font ces entreprises, effectivement, les gains de ces entreprises bénéficient à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a un effet de ruissellement qui est fort. Ceci dit, globalement, il me semble que la vague IA, de nouveau, va davantage bénéficier aux détenteurs du capital qu'aux travailleurs. Donc ça risque d'augmenter de nouveau les inégalités. En l'occurrence, ça pourrait soutenir cette vague de populisme qu'on voit dans le monde occidental. Mais il y a bien ce ruissellement. Malheureusement, ça ruisselle moins en Europe parce que, d'abord, on est moins présent dans ce secteur tech qu'on peut l'être aux États-Unis ou en Asie de l'Est, par exemple. Mais également parce qu'au niveau de l'épargne, on est, nous, Européens, beaucoup moins investis. J'aime rappeler que si vous regardez la richesse, l'épargne financière des ménages en Europe, il y a 30% qui sont en cash ou dépôt. Aux États-Unis, on est à 10%. Les Américains sont beaucoup plus investis sur les marchés, sur le marché actions notamment, et bénéficient en l'occurrence de cette flambée. Bon, mobilisation du capital dans cette guerre du capital, c'est un sujet critique, stratégique, souverain également. Critique pour l'Europe. Pour l'Europe notamment. Ça nous amène à parler de la Banque Centrale Européenne avec vous, Alain.
pardonnez ma provocation, Alain, vous êtes un ancien économiste de la Banque Centrale Européenne. La question que je pose ces derniers jours, c'est pourquoi est-ce que la BCE a toujours tort? C'est-à-dire qu'elle monte les taux le 11 juin, elle trouvera alors un certain nombre de critiques, ça je peux vous le garantir, mais si elle ne montait pas les taux, je suis sûr qu'on trouverait également des critiques dans l'autre camp pour dire que la BCE ne réagit pas comme elle devrait le faire. Au-delà de cette petite provocation, Alain, oui, ça reste quand même une question sérieuse. Et comment la BCE va communiquer sur cette hausse de taux? De quoi s'agit-il et quel est le message que la BCE va vouloir faire passer pour accompagner cette hausse de taux du 11 juin? Alors, personnellement, je ne m'associe pas au fait de dire que la BCE a toujours eu tort, sinon je me critiquerais moi-même. Mais ceci dit, non, plus sérieusement, le cadre théorique qu'ont les banquiers centraux en tête vous dit qu'il faut une réaction appropriée et proportionnée et qu'il faut surtout faire la distinction entre un choc de demande, un choc d'inflation tiré par la demande ou un choc d'inflation tiré par l'offre. Prenons l'exemple de 2022, on avait un choc de demande puisqu'on était dans la reprise post-Covid avec des tensions sur le marché du travail. Et là, effectivement, la BCE, ayant mis du temps à réagir, a laissé se matérialiser une tendance croissante dans l'inflation sous-jacente, ce qui fait qu'elle a dû continuer à augmenter les taux d'intérêt même quand l'inflation totale baissait, jusqu'au moment où elle a été convaincue qu'il y avait également une tendance baissière dans l'inflation sous-jacente. On n'est plus du tout dans ce cas de figure, puisque avant la guerre, la théorie en fait vous dit qu'il faut regarder 4 paramètres. Le premier, c'est les conditions économiques avant le choc. Et distinguer le choc, évidemment. Le deuxième élément, c'est la durée du choc. Le troisième élément, c'est est-ce qu'il y aura ou pas intervention du gouvernement pour soutenir la demande. Et le dernier élément, c'est l'évolution des anticipations d'inflation. Et donc, si on prend ces deux éléments et on tient compte des leçons de la théorie en cas de choc d'inflation tiré par l'offre, la conclusion naturelle serait de dire qu'elle ne doit pas bouger. Sauf que moi, je pense qu'elle va bouger parce que, pour 3 raisons. La première, c'est que si vous regardez les évolutions d'inflation à court terme, elles ont fortement augmenté, que ce soit sur la base des enquêtes ou encore l'inflation de 2 ans dans 2 ans basée sur les prix des marchés financiers. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, le marché a déjà pricé entre 2 et 3 hausses de taux. Et troisième élément, c'est que si on fait une estimation standard de ce qu'on appelle la Taylor Rule, c'est-à-dire l'évolution du taux de politique monétaire en fonction de l'output gap et de l'écart d'inflation par rapport à la cible, cette estimation-là vous dit que le niveau approprié de taux d'intérêt est de 50 points de base plus élevé que maintenant. Et donc, si on reprend l'idée de ce choc d'offres, en fait, l'objectif de la Banque centrale va être, et pas seulement la BCE, d'ailleurs selon moi, va être d'ajuster la partie courte de la courbe en essayant de stabiliser la partie longue. Oui. Et c'est pour ça qu'on pourrait avoir entre 1 ou 2 hausses de précaution et un statu quo derrière pour dire au marché, on n'est plus behind the curve comme c'était en 2022, on veille au grain et ne vous inquiétez pas, on va préserver la croissance tout en calmant les anticipations d'inflation. Et c'est d'ailleurs, j'attire votre attention sur l'estimation de l'inflation de 2 ans dans 2 ans basée sur les swaps inflation. La fuite d'il y a 2 jours comme quoi plusieurs gouverneurs seraient en faveur d'une hausse de taux la semaine prochaine, eh bien, cette mesure de l'anticipation d'inflation a baissé fortement. Donc, c'est bien une conversation entre la BCE et un marché obligataire qui s'inquiéterait. Alors, c'est là où il faut être agile, parce qu'on a tous en tête que la BCE est structurellement, j'allais dire, hawkish, en tout cas une défenseuse de la stabilité des prix et uniquement de la stabilité des prix. Mais pour le marché obligataire aujourd'hui, il y a un risque que la BCE n'en fasse pas assez. Enfin, c'est bien cette conversation, en tout cas, qui s'anime entre la BCE et les marchés obligataires. C'est ça, là. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, oui, le plus probable, c'est qu'on ait quand même une deuxième hausse à la suite de cette première hausse, sans que ce soit un cycle de resserrement, mais une ne serait peut-être pas suffisante.
Oui, et tout dépendra de la durée du conflit et de l'évolution des anticipations d'inflation. Je pense que dans la tête de beaucoup de gouverneurs, ils doivent se dire, compte tenu des prix financiers, 1 à 2 hausses de taux ne va pas être tellement négatif sur la croissance, mais aura un effet très bénéfique sur les anticipations d'inflation et donc sur les taux longs. Vincent, ça fait longtemps que je suis les marchés, ça fait longtemps que j'entends toutes ces critiques à l'encontre de la Banque Centrale Européenne. Et quand je dis je les entends, je peux les comprendre. Mais ce que décrit Alain, c'est aussi imparable. Monter les taux en phase de ralentissement de la croissance, c'est jamais très populaire. Mais si vous prenez le risque de voir les taux longs s'envoler, c'est quand même bien ça c'est sur ces taux longs qu'on se finance pour de l'immobilier, pour du long terme, etc. Il y a besoin d'ancrer quand même cette partie longue des cours. En l'occurrence, je partage, je pense qu'il y a cette conversation entre la BCE et le marché, mais je pense que la conversation, elle est surtout entre la BCE et le public. Madame Lagarde, notamment, a lourdement insisté sur ce thème. Je pense que la BCE est très alertée par une perte de crédibilité suite au choc d'inflation de 2022-2023. Souvenons-nous des chiffres d'inflation assez astronomiques, proches de 10% au glissement annuel, très très loin de l'objectif. Ça a nui à la crédibilité des banques centrales. Alors je ne pense pas qu'une perte de crédibilité profonde, mais si on avait un second choc de la même ampleur, là on peut craindre que cette perte de crédibilité serait très forte. En l'occurrence, ce que la BCE veut, c'est que le public comprenne qu'elle agit pour éviter précisément une nouvelle spirale. Et donc elle dit au public, ne vous inquiétez pas, on va agir pour empêcher cette flambée. Et donc, inutile de demander des hausses de salaire trop importantes qui viendraient alimenter. C'est cette conversation entre la BCE et le public qui prend place. Et donc, il me semble qu'une hausse au mois de juin est quasi assurée. Au-delà, pour l'instant, nous, on n'a pas marqué dans nos prévisions une nouvelle hausse, une seconde hausse. Ça va dépendre effectivement de ce qui se passe sur les prix de l'énergie. Est-ce qu'on a une détente liée à l'Iran notamment ou pas? Mais je pense qu'elle va envoyer un premier signal et ensuite regarder ce qui se passe. Et donc, ça veut dire, non mais pour parler effectivement d'Ormuz et du choc d'offres de ce point de vue-là, juin est inscrit effectivement. Il y a ensuite une réunion en juillet pour la Banque Centrale Européenne. Et ceux qui sont tentés de signaler une deuxième hausse de taux le font plutôt pour septembre. On ne ferait pas à chaque réunion, mais ce serait plutôt en septembre. Vous dites quand même, d'ici septembre, il peut se passer quand même suffisamment de choses dans le Golfe, sur le plan d'une stabilisation du conflit et d'une réouverture ou de rendre à nouveau Ormuz praticable, qui pourrait permettre quand même d'éviter une deuxième hausse de taux assurantielle. Oui, voilà. Ouais. Alors, en l'occurrence, il me semble que la normalisation dans le détroit d'Ormuz sera très progressive. On parle quand même d'au moins 3-4 mois. Ouais. Donc, je ne pense pas que les prix de l'énergie vont s'effondrer, mais quand même, si on regarde la hausse de l'indice GSCI, par exemple, énergie, depuis le début de l'année, là, on a corrigé d'environ un tiers cette hausse. Donc déjà, on a une petite détente partielle. Si cette détente se poursuivait partiellement cet été, je pense que ça pourrait permettre à la BCE d'attendre. Donc en l'occurrence, il nous semble que le marché intègre probablement un peu trop de hausses, entre 2 et 3 hausses anticiper cette année pour la BCE, ça nous semble un peu excessif, mais évidemment, ça va être conditionnel à ce qui se passe au niveau de l'inflation. Mais là, on voit plutôt quand même un peu de valeur sur le centre de la courbe européenne. Autant sur les taux longs, on est un peu circonspect, on n'a pas trop envie de chasser le rallye et d'augmenter la duration. Autant sur cette partie intermédiaire, il y a probablement un peu de valeur. Alain, qu'est-ce qu'on peut dire effectivement du what if ou du quand Ormuz rouvrira? Est-ce que la normalisation peut aller vite? Est-ce que du point de vue des banques centrales, c'est un soulagement qu'on pourra afficher, j'allais dire, dès la réouverture d'Ormuz? Ou est-ce qu'il y a des effets d'inertie compliqués qui vont rendre la discussion encore difficile? Alors, selon nous, il y aura des éléments d'inertie. Donc, nous, notre scénario de base, c'est qu'on aurait un début de
réouverture très graduelle du détroit d'Ormuz à partir du mois d'août, mais avec des prix du dollar qui resteraient entre 15 et 20 dollars supérieurs à leur niveau de février, donc d'avant-guerre, et 10 euros pour le gaz. La raison pour le pétrole, c'est que selon notre analyse, avec les dommages qu'il y a eu sur certaines infrastructures, il faudrait entre 4 et 5 mois pour revenir à un niveau de production équivalent à ce qu'on avait en février, donc avant la guerre. Donc, tout ça va maintenir une certaine inertie à la fois dans l'approvisionnement et dans les prix d'ici les prochains mois. Et donc, c'est pour ça que dans ce contexte-là, on acte une hausse de taux la semaine prochaine, au mois de juin, par la Banque Centrale Européenne. Et on associe une probabilité de 40% d'avoir une seconde hausse au mois de juillet et 60% en septembre. Ok. Cette situation doit permettre un catch-up, comme vous disiez, Vincent, des actifs européens, des actions européennes, une réouverture d'Ormuz, aussi difficile soit-elle, et avec tous les effets d'inertie qui pourraient perdurer après la réouverture, ça doit quand même générer un soulagement sur les actions européennes. Oui, parce que là, si vous regardez par exemple l'écart de croissance entre États-Unis et Europe depuis 9 mois, dans le consensus 2026, il s'est vraiment beaucoup écarté. Et donc, si on a une stabilisation en Iran, probablement on pourrait penser à une correction de cet écart qui bénéficierait au marché européen, notamment sur tout ce qui est consommateur, pouvoir d'achat. Donc, oui, je pense que cet été, on aura de nouveau un réélargissement du rallye sur les actions. Au-delà du thème de l'IA, c'est ça. Voilà, au-delà du thème de l'IA. Il y a un autre thème qui me paraît important. Je pense que, alors malheureusement en Europe, tout est toujours très, très lent en termes de changements structurels et notamment de législation, mais je pense qu'il y a quand même un tournant qui est également en train de s'opérer sur tout ce qui est politique de compétition. C'est-à-dire qu'on a eu une obsession depuis sur les 20-30 dernières années, on a eu une obsession sur ce qu'on appelle le level playing field, s'assurer que les chances sont égales pour toutes les entreprises au sein de l'Union, mais ça a probablement freiné l'émergence de champions. Et dans ce nouvel ordre mondial qui est le nôtre, on se rend compte qu'il est très important pour être compétitif d'avoir des champions. Et donc, on a une politique de la compétition qui est en train de se détendre et qui devrait favoriser une vague, je pense, de M&A en Europe. En général, les vagues de M&A sont assez porteuses pour tout ce qui est multiple action. Donc, c'est un thème structurel qui, je pense, sera également porteur à moyen terme pour les marchés d'actions. Alors, tout ça est très lent, encore une fois, mais je pense que là, on est au début de cette phase. Il y a un vrai bouger. Comme vous dites, c'est peut-être pas encore suffisamment visible. Il faudra là aussi des opérations emblématiques. On verra d'ailleurs dans le secteur bancaire ce que Unicredit et Commerzbank arrivent à délivrer malgré la résistance politique qu'il peut y avoir ici là. Mais vous dites du point de vue des autorités réglementaires concurrentielles, il y a quand même un bouger en matière de politique de concurrence. Absolument. Notamment dans les secteurs stratégiques. Télécom, pour n'en citer un. Alain, d'accord avec cette idée au sein des instances européennes, le mythe ou le culte de la concurrence libre, parfaite, tout le temps, partout, pour tout le monde. Je ne dis pas qu'il est enterré, mais en tout cas, s'adapte à une réalité un peu différente aujourd'hui. J'ai effectivement l'impression qu'on est un peu dans un nouveau paradigme ou un nouveau régime où jusqu'il y a peu de temps, on avait une Commission européenne qui passait son temps à réguler et rajouter des couches de régulation les unes sur les autres. Et en fait, là, ce qui, selon moi, démontre cette volonté d'accélérer, de faciliter la course à la compétitivité et à la compétition concurrence internationale, c'est tout le thème qui a été mis sur la table de la simplification des normes et des règles, et qui en fait derrière ça cache la volonté de pouvoir permettre l'émergence de champions, notamment dans les secteurs stratégiques comme Vincent l'a rappelé, télécom, mais aussi énergie et IA.
Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir été avec nous pour parler de cette situation de marché et des enjeux du mois de juin à travers la guerre du capital que se livrent les géants de l'IA et les États également, pour dire le moins. Et puis, ces enjeux plus immédiats en matière de politique monétaire avec les prochaines réunions de mi-juin pour la BCE, la Fed, la Banque d'Angleterre et toutes les autres. Vincent Chéniaud était avec nous en plateau, directeur de la recherche de Generali Investments. Et Alain Duré nous accompagnait à distance, chef économiste Europe de Natixis CIB. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la philanthropie, comment les actions philanthropiques sont aussi des leviers stratégiques pour les entreprises qui s'en saisissent. Et nous prenons l'exemple d'une société de gestion d'actifs à travers Candriam et Sonia Aloui-Magerie, la directrice commerciale France de Candriam, qui est à mes côtés en plateau pour en parler ce soir. Bonsoir Sonia. Bonsoir. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, la fondation, la fondation de Candriam. Voilà, j'allais donner la terminologie exacte, Candriam Institute for Sustainable Development. Je précise que votre institut a été récompensé lors des derniers Grands Prix de la philanthropie, fin 2025, de mémoire, organisé par le groupe FICAD et donc la chaîne Bismart for Change. Et c'est donc l'occasion de voir comment un institut comme le vôtre peut être un levier d'action stratégique. Il faut peut-être nous rappeler un petit peu dans quelles conditions cet institut a été créé. Il y a bientôt une décennie maintenant, Sonia, quelle a été la genèse du projet et comment le projet a été pensé, quelles sont les dimensions ou les types d'actions que vous avez décidé de mener à travers cet institut. Très bien, merci d'abord de cette invitation. Alors, peut-être avant de parler de l'institut, parler de Candriam très rapidement. Donc Candriam est une société de gestion européenne qui existe depuis plus de 30 ans et qui est spécialisée dans l'investissement responsable. Et donc, en fait, nous avons eu envie d'aller beaucoup plus loin et d'avoir un impact encore plus concret sur les sujets qui nous intéressent, l'inclusion sociale, la préservation de l'environnement et de la biodiversité, la lutte contre le cancer et l'éducation au sujet de durabilité, donc avec la création de la Candriam Academy. Donc en 2018, alors, il y a toujours eu plein de petites initiatives portées par les collaborateurs chez Candriam, mais en 2018, nous avons fait le choix de structurer tout cela, donc de créer cet institut dont la raison d'être est de travailler sur les 4 piliers dont je vous ai parlé, et institut qui est aujourd'hui financé par une partie des frais de gestion qui sont issus des stratégies thématiques que nous gérons sur justement ces sujets, ces différents sujets. Quel type d'action est-ce que vous pouvez mener concrètement, justement, en ayant maintenant formalisé cet institut pour rassembler toutes les petites actions que vous pouviez mener auparavant, Sonia? Alors, c'est assez diversifié. Alors, sur l'inclusion sociale et la solidarité, c'est évidemment l'éducation. C'est également la lutte contre la précarité. Voilà, c'est accompagner également les personnes âgées isolées. Donc, ça, c'est vraiment des actions très concrètes. Sur la santé, c'est la lutte contre le cancer. Donc, nous avons lancé il y a quelques années un fonds qui investit dans les entreprises qui participent à la lutte contre le cancer. Et donc, nous finançons en partie la recherche fondamentale et notamment un projet porté par Gustave Roussy. Sur le climat, c'est le financement de mangroves au Sénégal, par exemple. Voilà, donc c'est ce type d'initiative. Et sur l'éducation financière, nous avons lancé la Candriam Academy, qui est la première plateforme de formation ESG, qui est disponible en 8 langues. On a un peu plus de 16 000 diplômés qui viennent de 100 pays différents. Et qui s'adresse à qui? Alors, ça m'intéresse, on parle de l'éducation financière du jour au matin maintenant. Initialement, ça s'adressait à la communauté financière, aux investisseurs, aux administrateurs et en fait... Donc des professionnels déjà. À des professionnels, mais aujourd'hui, on se rend compte que le grand public est aussi très intéressé par ces sujets, les étudiants, voilà. Donc c'est vraiment une plateforme très pointue, très complète, ouverte, gratuite, validante dans certains pays, qui nous permet d'éduquer le grand public et de participer à la transition, parce que nous sommes convaincus chez Candriam qu'une partie de la transition se fait également par la sensibilisation aux enjeux de durabilité. Donc concrètement, on a investi plus de 15 millions d'euros
quand même depuis 2018. Au total. Oui, non, voilà. J'allais vous revenir un peu sur le business model. Donc, c'est 15 millions d'euros. C'est 15 millions d'euros, absolument, qui sont donc issus d'une partie des frais de gestion. Que vous reversez effectivement. Absolument à l'Institut. Candriam peut abonder également ces montants, mais c'est 15 millions d'euros, un peu plus de 4 millions d'euros pour la lutte contre le cancer, et le reste est assez équipondéré sur les différentes thématiques que j'ai évoquées en préambule. Qu'est-ce que ça génère dans une entreprise, une société de gestion d'actifs, en l'occurrence, Candriam en particulier. Mais cette question-là, elle est valable pour tout le monde. Quand on monte un institut, une fondation, quand on finance des actions à but non lucratif, à vocation pédagogique, à vocation philanthropique, qu'est-ce que ça génère comme... je ne parle pas de retour financier, déjà, on pourra peut-être en parler, peut-être qu'il y a des retours financiers à mesurer, mais qu'est-ce que ça génère comme retour ? C'est extrêmement puissant, c'est très vertueux parce qu'en fait, on parle à l'ensemble des parties prenantes. D'abord, sur notre marque, on est très cohérent. Voilà, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit, on va plus loin que notre simple rôle d'investisseur responsable. On complète ce rôle d'investisseur responsable avec des actions très concrètes. Évidemment, les collaborateurs ne sont pas uniquement spectateurs, mais sont pleinement acteurs de certaines de ces initiatives. Absolument. Alors, ils sont incités à s'impliquer, ils s'impliquent et ils se battent pour s'impliquer, pour faire avancer leurs projets, pour obtenir les financements, ils informent évidemment, parce que l'Institut, effectivement, il y a quand même une véritable gouvernance, il y a une vraie sélection. Moi, j'ai eu l'honneur de faire partie du comité de sélection d'une sous-activité de l'Institut. Il y a une vraie due diligence, donc on regarde quelle est la nature de l'association, sa gouvernance, son track record, les projets pour lesquels il y a une vraie rigueur. C'est pas parce que c'est de la philanthropie que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Justement, parce que nous, il y a quand même un sujet de... Et vous êtes une société de gestion financière. Absolument. Vous avez tout compris. Donc il y a des KPI, il y a un suivi, il y a un reporting très clair. Donc les collaborateurs se sentent très fiers, impliqués. Je pense que ça développe la loyauté, le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Nos clients, évidemment, sont également très, très, très sensibles à nos actions. Et finalement, il y a toujours un lien. Donc, nos clients, ce sont des caisses de retraite, des compagnies d'assurance, des mutuelles de santé qui font souvent, très régulièrement, un lien entre leur raison d'être et les actions que nous menons chez Candriam. Et donc, on les tient très régulièrement informés des KPI atteints sur les différentes initiatives. Et là, je parle à la directrice commerciale que vous êtes, Sonia, mais dans le monde actuel, c'est un argument commercial ? C'est pas un argument commercial parce que c'est pas notre volonté. En revanche, ça apporte de la consistance à notre discours commercial. Voilà. Et à notre raison d'être et à la nature de notre entreprise. Donc, ce n'est pas que du blabla. On investit de manière responsable, on a des objectifs très clairs en termes de performance financière et de performance extra-financière dans le cadre des stratégies que nous gérons pour nos clients. Et nous complétons, comme je le disais, notre action à travers ces initiatives très concrètes d'inclusion sociale, de lutter contre le déterminisme social notamment, ça c'est quand même super important, l'environnement et également la lutte contre le cancer. Du point de vue du cœur de métier de Candriam, société de gestion d'actifs, est-ce que là aussi il y a quelque chose qui se nourrit, c'est-à-dire est-ce que les actions que vous pouvez mener, vous avez cité la lutte contre le cancer avec un partenariat ou des actions communes avec l'Institut Gustave Roussy qui est d'envergure mondiale, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez, j'imagine, un fonds santé chez Candriam. Je suis désolé, je n'ai pas passé la gamme en revue. Nous gérons depuis plus de 25 ans des stratégies santé, dont cette stratégie oncologie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a un accès. Est-ce qu'il y a l'idée aussi que cet institut permet un accès à une expertise pour le gérant ou l'équipe de gestion du fonds santé, par exemple? Alors, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a vraiment une expertise santé historique dans la maison, avec vraiment une équipe qui a ce double background
scientifiques et financiers. Et donc ces frais de gestion, enfin ces commissions de gestion qui sont commissions de gestion touchées par Candriam, donc une partie est reversée dans la stratégie oncologie. Alors évidemment, nos clients qui sont des caisses de retraite, des compagnies d'assurance, des banques privées, des réseaux retail, notamment sur la partie distribution, les banquiers privés évidemment informent leurs clients finaux de l'intérêt de cette stratégie d'un point de vue financier, mais également extra-financier. Et je crois que c'est ce qui fait notamment le succès de cette stratégie au-delà, et ce qui différencie cette stratégie d'une stratégie santé classique. Ouais, donc quand je dis levier stratégique, oui, la philanthropie, c'est un levier stratégique, c'est pas un side business. C'est pas un side business. C'est pas un side business. Merci beaucoup, Sonia. Merci et félicitations aux équipes. Non, mais je le rappelle, bravo à toutes les équipes, parce que le Candriam Institute for Sustainable Development a été récompensé, je le redis, lors des derniers grands prix de la philanthropie organisés par le groupe FICAD et Bismart, à travers des actions menées pour l'inclusion sociale, pour la protection de l'environnement et de la biodiversité, pour la lutte pour la santé et la lutte contre le cancer plus précisément, et avec ces actions autour de l'éducation à la durabilité à travers la Candriam Academy. Merci beaucoup, Sonia, d'être venue nous exposer ce levier stratégique qu'est la philanthropie chez Candriam. Sonia Alouimajri, directrice commerciale France de Candriam, était l'invitée de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr.